Olivier Faure, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Et bienvenue sur France Inter dans un moment de grande confusion politique où il est difficile de suivre la cohérence de ce qui est débattu et voté à l'Assemblée nationale sur la fiscalité ou les économies. Vit-on un véritable moment parlementaire ou va-t-on vers une censure du gouvernement? On vous le demandera, mais on parlera aussi du Rassemblement national gagnant à l'Assemblée sur l'accord de 1968 entre la France et l'Algérie, ultra favori des sondages pour 2027. Mais d'abord, Olivier Faure, les débats vont reprendre aujourd'hui sur le budget de l'État avant celui de la sécurité sociale demain. Y a-t-il pour vous encore un chemin pour que ce budget soit adopté avant la fin de l'année? Oui. Oui, en fait, moi, ce que je cherche depuis le début, c'est assez simple, c'est à faire en sorte que la copie qui était celle de François Bayrou et qui a été largement reprise par le gouvernement actuel soit effacée au profit d'une copie qui soit plus juste et qui permette aux Françaises et aux Français des classes populaires, de la classe moyenne, d'être épargnés, ce qui n'est encore pas le cas. Et donc, ce que nous cherchons dans la première partie de la loi de finances, c'est à trouver des recettes qui se substitueront aux économies qui sont demandées à des gens qui ont déjà tant de mal à finir leur fin de mois. Et donc, nous sommes sur une voie de passage étroite, mais je pense qu'elle existe. Ça supposera la vigilance des parlementaires. Pardon Olivier Faure, mais je ne sais pas si on vit exactement dans la même dimension. Vous dites il y a un chemin. On lit Boris Vallaud qui, ce week-end dans la presse, dit en l'état on voterait contre le budget. Vous continuez à considérer que le compte n'y est pas. Quel est ce chemin, si chemin il y a pour qu'à la fin de l'année, il y ait un budget, ce qui, pardon d'enfoncer une porte ouverte, nécessite une majorité pour voter ce budget? C'est pas parce que pour l'instant nous ne sommes pas satisfaits qu'il n'y a pas un chemin. Je viens de parler d'une exigence. Et cette exigence, c'est de respecter les Françaises et les Français, de respecter ce qu'ils nous demandent et de faire en sorte que toutes ces horreurs qui sont contenues encore dans le projet de budget et dans le projet de financement de la sécurité sociale disparaissent. Et pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Mais je vois que c'est possible, je crois que c'est possible, et je vois que nous avons déjà obtenu une série de recettes qui permettent à la fois de compenser une partie de ces horreurs, et puis je sais aussi qu'il y a une trajectoire de déficit qui peut être corrigée, et donc faire en sorte que nous n'ayons pas à subir tout cela. Mais justement, Olivier Faure, vous dites on a obtenu un certain nombre d'éléments. Sur les impôts, vous avez effectivement obtenu à travers le vote que la fiscalité des plus aisés progresse. Sébastien Lecornu a annoncé renoncer au gel des pensions et des allocations. En fait, aucune concession ne vous suffit. C'est-à-dire que le gouvernement fait un certain nombre, accède à un certain nombre de vos demandes, il y a des évolutions et à chaque fois, vous en rajoutez des supplémentaires. Quand on interroge Boris Vallaud sur le gel des pensions, sur lequel le gouvernement recule, sur le gel des allocations, il dit simplement, il prend acte et il dit son écœurement. Qu'est-ce qui vous suffirait pour enfin dire que la copie vous convient et voter ce budget? Mais nous ne sommes pas à la recherche d'un budget qui serait un budget socialiste. Ce sera un budget qui ne sera ni socialiste ni celui de Sébastien Lecornu. Je crois que là-dessus, chacun doit être clair. Il n'y a pas de possibilité parce que nous n'avons pas de majorité absolue, ils n'ont pas de majorité absolue, ce qui suppose forcément d'être dans une forme de budget d'attente. Et nous verrons en 2027 qui l'emporte à l'élection présidentielle. Et à ce moment-là, eh bien, il y aura peut-être une majorité qui se dégagera et qui permettra d'aller plus loin. Moi, c'est ce que je souhaite, en tout cas, pour la gauche. Mais pour l'instant, nous savons très bien que personne ne peut s'imposer à l'autre. Et nous n'avons pas... Enfin, là, vous dites, vous avez des exigences et vous en avez toujours davantage. Non, nous avons toujours les mêmes exigences depuis le démarrage. Et si vous n'obtenez pas gain de cause... Nicolas Demorand, je finis ma phrase simplement pour dire que nous allons... Depuis le départ, nous nous battons pour que cette copie soit révisée. Il y a un projet qui est le projet initial de François Bayrou avec cette fameuse année blanche qui serait une année noire pour les Français, qui est encore dans la copie gouvernementale. Nous sommes en train de la défaire progressivement. Alors c'est plus compliqué parce que il n'y a pas de moment où on comprend, on a le tableau d'ensemble. Et c'est peut-être ce que le Premier ministre devrait expliquer aujourd'hui, c'est venir devant les parlementaires et dire
voilà quelle est la copie finale à laquelle je pense, par rapport à laquelle chacun pourrait se positionner, la droite comme la gauche, et dire ce qu'il en est pour que chacun comprenne où nous allons. C'est le problème de la vision aujourd'hui, mais ce que je crois, c'est qu'il y a une possibilité d'avancer. Et si vous n'obtenez pas gain de cause, Olivier Faure, ça veut dire que vous pourriez décider de censurer quand ? Dès cette semaine, par exemple ? Eh bien, si nous n'obtenions pas gain de cause, nous commencerions d'abord par voter contre ce projet de budget. Et si nous votons contre, ce budget ne passera pas, puisqu'il faut l'abstention des socialistes, des écologistes et des communistes pour qu'il passe. Donc l'histoire n'est pas terminée, mais c'est au gouvernement de prendre conscience, et à sa majorité très relative, de prendre conscience du fait qu'ils ne peuvent pas s'imposer comme les années précédentes, en considérant que, en dépit de tous les votes qui ont eu lieu, ils peuvent imposer un projet à leurs mains. Pardonnez-moi, je pense aux auditeurs qui nous écoutent ce matin et qui ont, excusez-moi, du mal à comprendre ce que vous dites. Là, avec Nicolas Demorand, depuis le début de cet entretien, on met en avant un certain nombre de choses que vous avez réussi à obtenir. Vous dites, ça ne suffit pas, sans qu'on comprenne précisément ce que vous demandez en plus. De la même manière, il y a 8 jours, vous disiez la chose suivante. À la fin de cette semaine, nous saurons si nous allons à la dissolution ou pas. Et vous disiez que si la taxe Zuckman ou sa version modifiée était rejetée, ce serait un casus belli. La taxe Zuckman ainsi que sa version light ont été rejetées. Donc en réalité, si on suit la logique qui était la vôtre il y a 8 jours, ce matin, vous devriez être en face de nous en disant bah oui, il y aura censure et donc on ira aux élections. Non, j'ai toujours dit, et vous pouvez reprendre mes déclarations précédentes, vous pouvez les tronquer. La réalité, c'est que j'ai toujours dit... Je ne crois pas les tronquer, je les ai cités expressis verbis. Non, vous avez cité une partie de ce que j'ai dit. J'ai toujours dit que moi, je cherchais des recettes qui permettaient de compenser toutes les erreurs contenues dans le projet de loi de finances et de financement. Alors, si vous voulez savoir de quoi il s'agit par exemple des franchises médicales, il s'agit du gel des pensions. Et là, j'ai entendu le Premier ministre nous donner satisfaction il n'y a plus de gel des sur le gel des pensions et sur le gel des prestations sociales. Et pour l'instant, on a les minima sociaux, on n'a pas encore les allocations familiales, les allocations logement, etc. Donc je souhaite que vous demandez de plus ce matin, Olivier Faure, pour obtenir satisfaction. Rien de plus que ce que je demandais la semaine passée. Je demande qu'on respecte les Français. Je demande que les Français modestes n'aient pas à payer l'impôt que les plus riches ne veulent pas payer. C'est aussi simple que ça. Et c'est la raison pour laquelle je me suis battu pour la taxe Zuckman, version light, comme vous le dites, ou version complète, parce que je pense qu'il n'est pas normal que les grandes entreprises, que les grandes fortunes ne payent pas. Et ce débat-là, il n'est pas totalement achevé. Je pense, par exemple, que si nous n'arrivons pas... Pourquoi il n'est pas achevé ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, vous avez des gens qui gagnent au tirage et au grattage, et je souhaite que nous puissions, par exemple, vous avez des gens qui disent « on ne veut pas de fiscalité supplémentaire ». Très bien, vous n'en voulez pas davantage. Mais est-ce que vous voulez toujours les aides de l'État, qui sont d'abord les aides des contribuables ? Eh bien, je souhaite qu'on mette sur la table le débat sur ces fameuses aides aux entreprises. Et si 211 milliards par an. Mais si ça n'est pas fait, il se passe quoi ? Je ne suis pas là pour lancer des menaces, je suis là pour dire qu'il faut de la justice. Et que si nous n'arrivons pas à un budget de justice, nous ne pourrons pas le voter, nous ne pourrons même pas nous abstenir dessus. C'est aussi simple que ça. Vous ne pourrez pas faire en sorte que les convictions que nous portons soient abolies par la nécessité de faire les efforts que demanderait le gouvernement qui porterait sur la classe moyenne et sur les classes populaires. Que répondez-vous à Jean-Luc Mélenchon qui dit hier « Les socialistes ont changé d'alliance ». Maintenant, c'est avec le centre-gauche et Gabriel Attal. Je ne sais pas de quoi il parle. Et de toute façon, ce qu'il dit, pour moi, a assez peu d'intérêt. Parce que c'est pas en multipliant les fake news, et chacun sait ici qu'il n'y a aucun accord, autrement on l'aurait déjà aperçu, entre le gouvernement et les socialistes. Moi, je souhaite qu'il y ait un débat qui soit un débat le plus clair possible, qui permette de faire apparaître à la fois une droite qui est ce qu'elle est et une gauche qui revendique le pouvoir. Et puis, dans un moment où personne n'a de majorité absolue, eh bien, qui cherche à certains moments des compromis, des points de passage. Et Jean-Luc Mélenchon, qui nous parle tout simplement d'accord avec la droite, devrait lui-même s'interroger sur les votes de ses propres amis. Quand je vois que en commission, ce sont en fait les gens de droite avec LFI qui ont voté contre la suspension de la réforme des retraites, quand je vois que sur le dégel du barème de l'impôt sur le revenu, sur les plus hauts revenus, c'est un amendement Wauquiez qui est voté par LFI, écoutez, j'ai de quoi m'inquiéter, et Jean-Luc Mélenchon ferait bien d'abord
de regarder d'abord dans sa propre famille avant de regarder chez les autres. Alors Olivier Faure, pour continuer d'essayer de comprendre ce que sont les positions des socialistes dans ce débat budgétaire, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cet impôt sur la fortune dite improductive que vous avez voté vendredi, dont vous dites qu'il est équivalent de l'ex-ISF. Alors, on a regardé avec Nicolas dans le détail comment fonctionnait cet impôt. Un taux unique à 1% plutôt qu'un barème progressif, un abattement d'1 million d'euros sur la résidence principale alors qu'avant c'était 30%. Ça n'a rien à voir, Olivier Faure, avec l'ISF. En fait, c'est un impôt qui va permettre aux très très riches de payer moins que ce qu'ils paient aujourd'hui. Vous allez avoir du mal à nous expliquer que c'est une réussite et que c'est en cohésion avec le combat que vous menez, non ? D'abord, vous savez bien que c'est faux, puisque le rendement... Mais parce que le rendement de cette ISF est supérieur à ce qu'est l'IFI aujourd'hui. Donc ça n'est pas exactement l'ISF tel que nous l'avons connu. Et je vous explique pourquoi. Olivier Faure, il est supérieur parce qu'on a rajouté des éléments dans l'assiette. La réalité, c'est que là où l'ISF va jusqu'à l'IFI va jusqu'à 1,5%, là c'est un taux unique de 1%. Sur le patrimoine. Ça veut donc dire que si on a un patrimoine de 100 millions d'euros, on paye moins qu'on payait avant. Si vous voulez bien me laisser finir. Nous sommes dans un moment parlementaire, avec donc des amendements qui sont déposés par les uns et par les autres. Cet amendement est au départ un amendement qui n'est pas un amendement socialiste, c'est un amendement du MoDem, qui donc cherchait effectivement à alléger l'impôt sur l'immobilier et au contraire à faire en sorte que d'autres éléments, cette fois-ci dans le domaine mobilier, notamment assurance vie, rentrent dans ce que vous appelez l'assiette. Donc cet impôt, ce nouvel impôt, va rapporter un peu plus que ce que rapporte le seul IFI, qui était la trace qui restait de l'ISF. Faisant, pardon Olivier Faure, des cadeaux aux très très aisés. Je finis pour vous dire que ce qui se passe, si vous étiez vraiment parlementaire, vous comprendriez ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une règle qui s'appelle la règle de l'entonnoir. Si en première lecture, vous ne votez pas une base, qui est là en l'occurrence cette base imparfaite mais qui existe, vous ne pouvez pas y revenir en seconde lecture. Et donc, ça veut dire que nous n'aurions rien pu modifier et que nous aurions été tout simplement gros gens comme devant. Et donc, il fallait voter en première lecture une base qui est appelée à être modifiée. De bande, en fait. Qui est appelée à être modifiée en deuxième lecture. C'est la seule façon de procéder. Si on ne l'avait pas fait, on ne pouvait pas rétablir d'ISF ni modeste, ni super, machin, etc. en deuxième lecture. La parole aux auditeurs de France Inter. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Voilà, j'ai une question pour Monsieur Faure. Je vous entends jamais, vous, les socialistes, parler de la santé des entreprises françaises. Elles servent quand même pas mal de vaches à lait, parce qu'on mange tous grâce aux entreprises, même les fonctionnaires, hein, c'est elles qui alimentent tout. Mais en ce moment, ça va pas bien. Et c'est absolument pas le problème. On n'a pas de souci de ce côté-là. On se dirige vers une catastrophe. Mais il n'y a aucun souci. On y va. Vous travaillez en entreprise, vous êtes patron d'entreprise, Philippe, dites-nous. Non, je suis en retraite. Et vous redoutez une catastrophe économique? Ah bah ça se profile par rapport à nos principaux concurrents. On n'investit pas dans la recherche. Ça c'est un truc endémique en France. On ne veut pas mettre ce qu'il faut. On met 20 milliards tous les ans pour les 35 heures. Depuis l'application, ça fait 500 milliards. Si on avait mis 500 milliards dans la recherche, je ne vous dis pas où on serait. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais pour les entreprises, qu'elles soient petites, qu'elles soient grosses, quand il y a une boîte qui ferme, si c'est Michelin, on crie au haro, on cherche absolument pas pourquoi ils ferment. Bien compris, Philippe, merci. C'est plus rentable en Allemagne qu'en France, mais ça, c'est pas le problème. Merci Philippe pour cette intervention qui partait du constat suivant. Je n'entends jamais le PS parler des problèmes des entreprises françaises et de l'industrie française. Olivier Faure.
Bonjour Philippe, d'abord c'est faux et si vous regardez ce qu'a été le contre-projet que les socialistes ont produit au mois d'août, il ne visait pas les entreprises mais il visait les hauts patrimoines et les grandes fortunes, ce qui est quand même très différent. Vous avez là des socialistes qui ont toujours eu le sens de l'entreprise et qui n'ont pas pour objectif d'aller spolier ou d'aller faire en sorte que les entreprises ne marchent, soient étouffées. Mais reconnaissez aussi que nous sommes dans un pays où nous vivons certains paradoxes. Vous avez des entreprises qui se portent très très bien et qui sont très aidées par l'État. Je prends quelques exemples qui sont issus des travaux de la commission du Sénat. Mais là encore, sans me faire le porte-parole de Philippe, vous dites il n'y a aucun problème entre les socialistes et les entreprises. Quand vous votez 2 milliards d'euros supplémentaires de surtaxe exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, quand vous votez un amendement qui prévoit 26 milliards d'euros sur les multinationales, à un moment donné, ça a un impact sur le climat économique. Donc, vous pouvez expliquer qu'il n'y a pas de sujet entre les socialistes et le monde de l'entreprise. La question de Philippe, elle ne vient pas de nulle part. Écoutez, vous êtes trop informé pour savoir que cette surtaxe IS, cette surtaxe sur les grandes entreprises, elle touche les 400 plus grandes entreprises de France exclusivement. Qui créent de l'emploi. Qui créent de l'emploi, bien sûr, mais enfin, ce sont pas elles qui créent le plus d'emplois. Et ce sont pas elles qui sont les moins aidées non plus. Donc, en fait, on a 2 milliards de plus qui ont été votés dans le cadre de la discussion budgétaire, mais c'est 2 milliards de moins que l'an passé. Donc, il faut arrêter et faire comme si on les étranglait. On n'étrangle personne. Et donc, et si vous voulez qu'on prenne des chiffres, donc je prends le rapport de Fabien Gay au Sénat avec des auditions qui ont été conduites et où on apprend par exemple que une entreprise comme ST Microélectronique, en 2023, elle reçoit 487 millions d'euros d'aide. Elle verse 220 millions de dividendes et elle ne paye que 100 000 euros d'impôts. Écoutez, franchement, je crois que dans ces conditions-là, il faut arrêter de considérer que nous sommes en train de tuer le monde de l'entreprise. Bon, Philippe a eu sa réponse. Philippe a eu sa réponse. Martine, bonjour. Bonjour. On vous écoute, soyez la bienvenue. Bonjour messieurs, merci de passer mon message. Il va être assez bref, j'ai envie de dire à Monsieur Faure, soyez constructifs, n'allez surtout pas à la censure, n'ouvrez pas la porte au RN, quel qu'en soit le prix même de ne pas faire la censure. Le RN est devant la porte, il ne faut surtout pas qu'il rentre. Merci Martine pour cette question très claire, effectivement. Que répondez-vous, Olivier Faure ? Martine, je partage l'objectif avec vous. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas de ceux qui crient dissolution, censure, démission tous les matins. Je souhaite que nous puissions trouver un budget qui permette aux Français de vivre mieux, parce que je crois aussi que si nous acceptions n'importe quel budget, ce serait aussi un cadeau fait au RN qui se repaie de toutes les erreurs commises depuis 8 ans par le gouvernement. Donc juste Olivier Faure, là encore, pour bien comprendre ce que vous dites ce matin, alors que Roland Lescure, le ministre de l'économie, dit on a lâché un certain nombre de choses, que Amélie de Montchalin, la ministre du budget, dit ce n'est pas un budget Frankenstein, il ressemble à quelque chose. Là, dans les jours qui viennent, qu'est-ce que vous attendez de la part du Premier ministre, du gouvernement ? Qu'est-ce que vous leur demandez pour pouvoir revenir peut-être à ce micro dans quelques jours et dire là c'est bon, il y a de quoi voter une copie budgétaire ? Je me répète, mais moi ce que je souhaite maintenant, c'est qu'on ait une vision d'ensemble sur ce à quoi peut ressembler le budget de l'État et le budget de la Sécu à l'issue de nos travaux. Et que chacun puisse se positionner par rapport à ce que peut être la vision développée par le gouvernement, même si le gouvernement n'est pas seul la main, puisque chacun l'a compris, aujourd'hui c'est le Parlement qui est souverain. Et donc nous avons besoin là simplement de remettre de l'ordre dans nos pensées respectives, que chacun comprenne. Vous avez parlé des 26 milliards. Vous savez très bien que ces 26 milliards, s'ils existaient, la question budgétaire ne se poserait même plus. Je parle des 26 milliards qui ont été votés, amendement qui est un amendement d'appel que nous avons nous-mêmes déposé à de multiples reprises depuis longtemps, mais qui n'est pas opérationnel, et donc qui permet simplement de dire qu'il y a un sujet multinational. Donc vous avez voté un amendement qui ne pourra pas rentrer en vigueur. On sait tous très bien que, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle, si cet amendement avait été adopté et qu'il avait une réalité, personne aujourd'hui ne réclamerait quoi que ce soit. De la gauche radicale au RN, personne n'aurait plus rien à demander, parce que nous aurions largement de quoi faire. Sur le RN, qui était le cœur de la question de Martine, notre auditrice, le RN apparaît en tout cas largement favori en vue de 2027. Sondage publié par nos confrères de la Tribune dimanche hier. Jordan Bardella et Marine Le Pen testés à plus de 32% au premier tour.
Quel commentaire ça évoque, suscite chez vous? C'est aussi le résultat du spectacle politique offert aux Français depuis la rentrée? Le spectacle dont vous parlez, le RN en est largement responsable. Et donc ce serait... mais c'est vrai que je vois qu'aujourd'hui, tout glisse sur les plumes du canard d'extrême droite. Et ce que j'aimerais, c'est que le débat que nous avons actuellement à l'Assemblée permette aussi de lever un certain nombre de fantasmes ou d'illusions entretenues par l'extrême droite. Si les classes populaires aujourd'hui, si celles et ceux qui vivent si mal parce que leurs salaires ne sont pas assez importants, parce que ils sont aujourd'hui avec le sentiment permanent de ne jamais réussir à pouvoir offrir un avenir à leurs enfants. Si ces gens-là pensent que le RN peut leur venir en aide, qu'ils regardent les votes du RN. Ce n'est pas le RN qui cherche... Le RN avec qui vous avez voté, notamment pour mettre en place cet impôt sur la fortune improductive. Non, donc en fait, les votes du RN, c'est vous en voulez pas quand ça vous arrange pas, mais quand ça vous arrange, vous les prenez. Mais attendez... Là, vous êtes quand même, c'est fort de café. Le RN existe à l'Assemblée et le RN vote sur chaque amendement, sur chaque article. Et donc, parfois, il vote avec nous, parfois, il vote contre nous. Et on est dans une situation où tout le monde, à un moment ou à un autre, est appelé à bénéficier des votes du RN ou à se retrouver avec les votes du RN face à lui. Ça, on n'y peut rien. Moi, c'est pas ça que je vous dis. C'est que je vous dis quelles sont les positions qu'ils défendent à l'Assemblée. Est-ce qu'ils défendent les milliardaires ou est-ce qu'ils défendent les classes populaires? Eh bien, si vous voulez vous pencher un peu sur la question, vous vous apercevrez qu'ils ne défendent jamais les classes populaires, ils sont toujours là pour défendre les milliardaires. Encore un mot, Olivier Faure, sur ce sondage dont parlait Nicolas, puisqu'il s'avère que vous êtes testé, Olivier Faure, au premier tour à 5,5%, là où Raphaël Glucksmann fait plus du double, autour de 12%. Vous le prenez comme le constat que le candidat naturel, c'est lui, et que vous êtes très très loin de Raphaël Glucksmann. Mais je ne sais pas pourquoi je suis testé, parce que je n'ai jamais dit que j'étais candidat à l'élection présidentielle. Ah bon? Ça vous intéresse pas, l'élection présidentielle? Je n'ai jamais dit que j'étais candidat à l'élection présidentielle, et ce que je sais aussi, c'est que Benjamin Duhamel, on n'est pas là pour faire des déclarations sur une présidentielle qui a lieu dans un an et demi. Non plus les auditeurs pour ceux qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire qu'expliquer que vous n'avez pas d'ambition pour 2027. Tout le monde aujourd'hui, tout le monde aujourd'hui doit se poser la question de savoir quel est celui ou celle qui sera en mesure de battre l'extrême droite au deuxième tour de l'élection présidentielle. Cette question-là, je me la pose. Si demain, il y avait une possibilité pour X ou Y de l'être, eh bien, il faudrait le soutenir, quel qu'il soit, parce que la question est trop importante. C'est le mieux placé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est le mieux placé. Je vous dis que simplement, il faut se poser une question simple, plutôt une réflexion simple, c'est que les sondages, un an et demi avant l'élection présidentielle, ils n'ont jamais prédit quoi que ce soit. Et donc, pour l'instant, il faut être dans le combat, faire en sorte que nous puissions avoir à la fin de l'année un budget pour les Françaises et les Français, mais un budget qui soit un budget de justice sociale. Et ensuite, nous verrons ce qu'est la meilleure façon d'avancer. Et ce que vous n'avez pas dit, c'est que dans le sondage, on aurait pu aussi se poser la question de savoir s'il y avait à un moment une primaire de la gauche et des écologistes, s'il y avait un candidat commun, qu'est-ce qu'il ferait, quel score il parviendrait à obtenir, et est-ce qu'il pourrait être d'aventure au deuxième tour, et peut-être même battre l'extrême droite, parce que c'est ça l'objectif, c'est le seul objectif qui doit nous lier les uns et les autres jusqu'en 2027. Merci monsieur le premier secrétaire du Parti Socialiste, merci Olivier Faure d'avoir été ce matin au micro d'Inter.